Bonjour à toutes et à tous. Mieux vaut bien chevaucher un âne que de se faire désarçonner par un cheval. C'est un proverbe espagnol. Bienvenue dans Invitation au voyage. L'Espagne, cela dit, c'est en bateau que nous la visiterons. À l'instar de notre guide, Meraola, une mère de famille de Cadaqués, fan de voile et de photographie. L'une des rares femmes dans les années 30 à s'adonner à cet art. Les images des enfants de Meraola traduisent un engagement politique et notamment une photographie qui deviendra iconique même à l'époque, qui est joueuse de ballon. On dirait presque les constructrices d'un monde nouveau, on dirait qu'elles tiennent le monde dans leurs mains. Nature, mijotée ou en croquette, les Belges sont les plus gros consommateurs de crevettes grises au monde. La crevette, ils la dégustent, ils la célèbrent et ils ont parfois une manière inattendue de la pêcher. Mon grand-père, c'était un pêcheur en cheval. Le souvenir d'enfance, quand j'arrive dans la maison, c'était une maison de pêcheurs. Ma grand-mère qui épluchait les crevettes à la main, qui regarde à dehors, qui dit rien à personne, juste le tac, 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 tac. À Cayenne, il faudrait une bonne dose d'huile de coude pour préparer notre recette du jour. De l'atipa, un poisson préhistorique dont les Guyanais raffolent. Enfin, dans les Pyrénées, on reviendra sur l'histoire d'un homme bien décidé à faire la pluie et le beau temps avec cette étrange machine, le météotron. Ce sera l'incontournable. Mais d'abord, la devinette. Pourquoi certaines femmes esclaves dans les Caraïbes s'amusaient-elles à gratter la tête de leur cavalier en dansant ? À partir du XVIIIe siècle, les esclaves de Cariacou, cette île des Grenadines dans l'archipel des Petites Antilles, bénéficient d'un traitement un peu moins inhumain qu'ailleurs. On raconte que la famille qui possède la majorité des esclaves de Cariacou les invite de temps en temps dans sa maison à venir danser. Mais pourquoi les femmes esclaves vont-elles prendre l'habitude de gratter la tête de leur cavalier ? La réponse, vous l'aurez en fin d'émission. Mais avant, les Raola ont accepté d'ouvrir pour nous leur album de famille. Pas mal de photos ont été prises par Mel, l'arrière-grand-mère, et quand on a un œil comme elle, vous allez voir que ça en dit long sur l'Espagne et sur Cadaqués, où nous avons tout de suite rendez-vous pour l'inspiration. C'était un sujet récurrent à table. On disait que mon arrière-grand-mère faisait de belles photos, mais on n'en savait pas plus. C'est un sujet qui rappelait des souvenirs douloureux, de l'exil, de la guerre d'Espagne, de la séparation du reste de la famille. Et on n'avait pas envie d'en parler. Mais avec le temps, avec la disparition d'une partie de cette génération, on a eu la curiosité d'en découvrir plus sur cette femme. Et on a demandé aux cousins, aux oncles, aux frères, aux sœurs d'ouvrir leur tiroir et de regarder ce qu'ils avaient. Et en fait, on a découvert un trésor. On a découvert que mon arrière-grand-mère, Meraola, était une très grande photographe. C'est l'histoire d'une dispersion. La dispersion d'une famille catalane de gauche en 1939, quand la guerre civile espagnole s'avère perdue pour les républicains. La dispersion de centaines de photos prises par une femme de cette famille dans les années 30, Meraola. Artiste avant-gardiste qui s'empare de son appareil pour saisir une Catalogne en pleine transformation, mue par l'espoir d'un avenir radieux, moderne, pour tous. Cadaqués, au début des années 30, voit revenir chaque été les mêmes vacanciers. Des familles du village, parties faire fortune ailleurs, mais qui se retrouvent ici pour la saison. Parmi eux, Meraola et les siens. C'est alors une jeune mère trentenaire, éduquée et curieuse. Elle vient de s'acheter un appareil photo, le tout nouveau Rolleiflex. Derrière les épais murs blanchis à la chaux de la maison familiale, elle expérimente ses premières prises de vue.
Elle va devoir faire avec la lumière, justement, où il n'y a pas énormément de lumière, parce qu'on a des petites ouvertures. Donc elle va devoir transcender cette problématique et du coup chercher des angles, des points de vue pour pouvoir travailler avec cette contrainte. Et puis par ailleurs, on est dans ce qui était la cuisine. Donc là, elle va travailler sur toutes les questions plus liées au féminin, à l'intime. Dans la photographie, on ne voit pas tellement de choses liées comme ça au quotidien. Donc là, c'est vraiment un regard qui va s'arrêter sur ces choses finalement d'une extrême banalité, la cuisine et des choses liées à cette sphère quand même d'enfermement quelque part. Dans le milieu bourgeois auquel appartient Meraola, on voyage, on fréquente les expositions, on se tient au courant de tout ce qui se fait de nouveau en Europe. Les revues illustrées qui se multiplient publient de plus en plus de photos. Meraola s'abonne et forge son regard. Depuis la terrasse de la maison, elle saisit la petite plage. Alors Cadaqués était vu regarder, mais plutôt à travers les peintres, hein, et beaucoup moins à travers la photographie, si ce n'est des cartes postales, des points de vue plutôt pittoresques. Aimée va amener un regard très spécifique, elle, avec ses points de vue. C'est très atypique de ne montrer que le rez-de-chaussée des immeubles parce qu'on va voir le reflet, elle va donner plus d'importance au reflet. Donc on est vraiment dans quelque chose de très implicite comme ça, où elle va chercher des choses très originales. Meraola embrasse l'esthétique des années 30, influencée par l'école du Bauhaus. La recherche de lignes sobres, de contrastes, de matière, pouvant aller jusqu'à l'abstraction. À Cadaqués, sous le soleil brutal de l'été, contrastent l'ombre et la lumière, le bleu et le blanc. Meraola sort de la maison, arpente le village avec son appareil photo. Elle peut utiliser quelque chose de pittoresque, mais elle ne va jamais le faire de manière pittoresque. Et elle va chercher la forme. Et on va retrouver la question cubiste et ces formes géométriques qui sont vraiment très caractéristiques de son travail. Donc, par exemple, elle va photographier une femme avec une cruche sur la tête, avec tout un tas de formes autour, des triangles, des rectangles, des ombres. Elle va créer une composition en utilisant donc cette architecture populaire, les lumières, les ombres et les personnes qui vont être aussi au centre de ses préoccupations. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, ceux qui n'ont pas voix au chapitre recueillent son attention. Dans la baie voisine de Cadaqués, à Port-Yigat, Meraola se rapproche des pêcheurs et capture leurs mains, leurs outils, leur mode de vie sur le point de se transformer. Elle ne veut pas faire de la photo décorative, elle veut décrire quelque chose, un moment, des gens, des personnes dans leur activité et dans un lieu spécifique. On est dans un moment charnière avec l'arrivée du moteur, donc elle va photographier aussi un monde qui est en train de changer, la Costa Brava avec les métiers qui sont en train de disparaître et finalement un paysage qui potentiellement pourrait être amené à changer. Donc elle va documenter ça avec ce choix esthétique vraiment très particulier. Depuis le début du siècle et la vogue des séjours à la mer, les femmes de la bonne société ont commencé à naviguer. Sur l'eau, Meraola excelle. À bord du voilier familial, l'Alaï, elle remporte de nombreuses régates. Son Rolleiflex ne la quitte plus. Par rapport à la photo de marine traditionnelle qui était faite souvent depuis des lieux sûrs, donc le port, la plage, avec des vieux appareils lourds, des tripodes, elle fait des photos en mer, en naviguant à la voile, où elle communique justement par les diagonales, par tous les éléments qui bougent.
toute la dynamique et toute l'accélération de cette vie des années 30, cette vie rêvée un peu des années 30. L'imaginaire romantique du marin, voyageur au long cours, longtemps associé aux hommes, a fait long feu. Le sport nautique devient l'allié de la femme moderne en mouvement. Pour May, le grand large est une métaphore de sa propre émancipation. La photo, pour elle, c'est aussi une prise de parole. On est quand même dans un monde où les femmes ont rarement la parole. Et elle s'affirme dans ses photos. Et en particulier, il y a un autoportrait en face de l'horizon avec la voile hissée et où elle se présente avec tous ses attributs de la nouvelle femme, donc les cheveux courts, les pantalons, et en tant aussi que sportive, que femme qui fait des régates. Donc en fait, elle était moderne derrière et devant la caméra. Avant-gardiste, May Rahola l'est aussi dans le regard qu'elle porte sur ses enfants. Elle qui a reçu une éducation strictement catholique, photographie sa fille adolescente et ses amis dans des corps libérés, vivants. Elle se place au plus près de leur expérience nouvelle du monde. Sa fille, Marie-Thérèse, elle la montre en tant que femme d'une nouvelle génération. Elle montre l'avenir des femmes dans sa fille, quelque part. Elle apparaît dans la nature, sur les bateaux, en faisant du sport. Depuis son avènement en 1931, la Seconde République espagnole s'attelle à de grandes réformes de l'éducation. En Catalogne, le mari de May, élu socialiste, fonde une école appliquant les pédagogies les plus novatrices. Pas d'examen, pas de cours magistraux, ouverte à toutes les classes sociales et valorisant les disciplines intellectuelles autant que manuelles et sportives. On est au moment de la montée des fascismes, donc dans des années extrêmement tendues politiquement. Et à l'école de la République et dans le milieu de May Rahola, qui est plutôt à gauche, il y a une claire conscience de ces enjeux. Et donc on essaye de préparer les nouvelles générations à ce monde qui vient, ce monde qui va être tragique et qu'on essaye d'éviter. Et donc en les rendant autonomes, en les rendant solidaires entre les sexes, entre les nations. Toute l'éducation est dirigée vers ce but. Les images des enfants de May Rahola traduisent un engagement politique et notamment une photographie qui deviendra iconique même à l'époque, qui est joueuse de ballon. On dirait presque les constructrices d'un monde nouveau, on dirait qu'elles tiennent le monde dans leurs mains et qui a été ensuite republiée pendant la guerre dans le cadre de la propagande républicaine. Et donc c'est aussi une image très optimiste, très pleine de vie, qui pointe vers l'avenir et pas du tout vers le passé qu'elle a connu. Mais Rahola a pour ses photos la même ambition que pour elle-même. Elle veut les faire progresser, circuler et reconnaître. À Barcelone, où elle habite à l'année, elle adhère à une société photographique pour échanger des techniques, apprendre le tirage, participer à des concours. On a remarqué qu'à partir d'un certain moment, elle signe ses photos et on voit sa signature occuper un espace de plus en plus important. Elle a une volonté d'autrice, de dire « c'est moi qui ai fait cette photo, j'ai décidé de cette composition, de ce cadre, de cette lumière. C'est moi, c'est mon travail ». De nombreux événements culturels où elle est exposée se tiennent sur la colline de Montjuïc, dans les pavillons édifiés quelques années auparavant pour l'exposition universelle. En 1935, May Rahola y remporte plusieurs prix et ses photos sont sélectionnées pour le Salon international d'art photographique de Barcelone. Elle participe très activement. Elle est la seule femme ou une des seules femmes qui participe. Et on la voit se faire une place dans le milieu très masculin de la photographie. Cette période de la Deuxième République est un moment d'une grande ouverture pour les femmes et de grande liberté. Elles accèdent au vote et elles peuvent divorcer, ce qui était impensable jusqu'alors. Le coup d'État militaire de 1936
met brutalement fin à l'ambition artistique de Meraola. Après 3 ans de guerre civile, la famille fuit en France. L'œuvre de May disparaît dans les remous de l'exil. À Lyon, pendant la guerre, elle se fait embaucher chez un photographe et tire des photos d'identité pour les cartes de rationnement. Plus jamais, elle ne verra ces images publiées ou exposées. Son regard s'éteint définitivement en France en 1959. Aujourd'hui, après des années de recherche, son cheminement de femme photographe, d'amatrice à artiste, est de nouveau exposé à Montjuïc, à Barcelone. C'est une sorte de justice poétique qui est rendue à l'œuvre de Meraola. Et donc c'est de l'émotion et du plaisir de voir qu'elle est finalement reconnue comme elle le souhaitait. Ameille. Il y a eu quelque chose de beau dans le groupe familial parce qu'on s'est retrouvés tous autour de Meraola à Barcelone. Donc il y a comme une blessure qui s'est fermée presque un siècle après. À Barcelone, comme dans toute la Catalogne, on peut voir un drôle de chapeau, la barretina, qui n'est pas franchement du goût de Thomas Chauvinot. C'est le clin d'œil. À part les Catalans, connaissez-vous dans le monde un autre peuple qui se couvre le chef d'une chaussette? Non, les Schtroumpfs, ça compte pas. Les Catalans sont sûrement les seuls à arborer ce qu'on devrait par principe abhorrer, mettre sur la tête ce qui normalement va sur le pied. La barretina, ce bonnet rouge qui a donc une forme de chaussette, est l'un des symboles les plus populaires de la Catalogne. Dali a le sien, tout comme Jagin Verdaguer, le prince des poètes catalans, tout comme Picasso, qui croque aussi des hommes une barretina sur la tête. Même les célèbres caganés, ces santons qui font caca, ont le leur. Ces petits personnages sont en général placés dans la crèche pour porter chance. Il existe même des célébrités en version caganée, comme Angela Merkel, Obama ou Messi. Messi, le déféqueur, pour rester poli, ça lui va bien, mais je m'égare. En catalan, barretina signifie petit chapeau. Généralement rouge ou violet, c'est un bonnet de laine qui aurait d'abord été porté par les marins de la Méditerranée. La plus vieille représentation qui soit parvenue jusqu'à nous date du XIVe siècle. Mais son origine est plus lointaine. Cette barretina aurait comme ancêtre les bonnets phrygiens, celui qu'on portait en Phrygie, un royaume sous l'Antiquité, situé dans ce qui est aujourd'hui le centre de la Turquie. Et là, il faut rendre aux Phrygiens ce qui appartient aux Phrygiens. Qu'est-ce qu'on se mettrait sur la tête s'ils n'avaient pas été là? Sont les Phrygiens pas de symbole de la Révolution française, pas de Kagané, pas de mascotte pour les JO de 2024. Je ne voudrais pas avoir Maya à partir avec toutes celles et ceux qui portent ce bonnet de laine, mais il faut reconnaître qu'avec ce bonnet rouge, chacun fait ce qui lui plaît. C'est un peu bonnet rouge et rouge bonnet. Pour la suite, je vous emmène à la mer, en Belgique, à Coxyde. Comme chaque dernier week-end de juin, c'est la fête à la crevette. Et pour rien au monde, on allait rater ça. C'est l'héritage. Non loin de la frontière française, dans la ville flamande de Coxyde, la surréaliste reine crevette parade sous les yeux éblouis d'une foule de curieux et de passionnés. La fête de la crevette rassemble chaque année depuis 1950 des milliers de visiteurs dans cet ancien village de pêcheurs. La fleur à l'épuisette, c'est tout un peuple qui écume les flaques à la recherche de leur trésor national. Plus gros mangeurs de crevettes grises au monde, les Belges vouent un culte non dénué d'humour à ce crustacé a priori sans prétention, qu'ils préparent de 1000 façons. Il y a le cocktail de crevettes, la tomate à la crevette, le sandwich de crevettes, la bisque de crevettes, les crevettes en brochette, sans oublier les fameuses croquettes de crevettes. On a souvent coutume de dire que la crevette grise, c'est un peu le caviar belge.
Ça a un goût absolument délicat, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement raffiné. La manière dont elle est exploitée en Belgique est assez unique en elle-même. Ce fruit de mer à l'histoire étonnante a conquis au fil des siècles le ventre et le cœur du peuple belge. Longue de 12 km, la plage d'Oostdunkerque est le théâtre à marée basse d'une tradition unique au monde. La pêche à la crevette à dos de cheval. L'ambiance est un peu romantique ce soir, avec le coucher du soleil. La mer est calme, il n'y a pas de vent, il fait chaud. Ce sentiment d'être tout seul sur la plage et dans la mer avec ton cheval, c'est magnifique. La tradition de la pêche de crevettes à cheval est importante à Oostdunkerque. C'est un élément fondamental de notre collectivité, apprécié de tous. C'est un vrai honneur pour nous de pouvoir pratiquer cette pêche. Cette plage jouit de conditions idéales. Elle n'est entravée par aucun obstacle, comme des brise-lames. Les crustacés y trouvent des températures idéales et 4 belles lagunes pour pondre. On trouve les premières traces de cette technique en 1563, autour de l'abbaye des Dunes, dans l'arrière-pays. Les moines venaient avec 2 chevaux, l'un à côté de l'autre, qui tiraient les filets. Ils pêchaient des algues pour s'en servir d'engrais. Ils constatèrent qu'il y avait des poissons et des crevettes dans les filets, et c'est ainsi que ça a commencé. Abondante et facile à ramasser, la crevette grise devient au fil du temps un moyen d'améliorer l'ordinaire des familles de paysans pêcheurs qui vivent avec leurs nombreux enfants au creux des dunes. Autrefois, nos marins partaient pêcher pendant 6 mois en Islande. Et quand ils revenaient ici, ils gagnaient leur vie comme petits agriculteurs. Ils avaient tous un cheval ou un âne. Et quand ils n'avaient pas de travail dans les champs, ils allaient en mer pêcher avec l'âne ou le cheval. Soutenus par la municipalité de Coxide-Oostdunkerque, une quinzaine de pêcheurs font perdurer cette tradition pour leur consommation personnelle et avant tout pour la beauté du geste. Le sentiment que cela nous procure est difficile à décrire. On se sent appelé par la mer. Au début du XXe siècle, les Belges découvrent les joies des bains de mer et cet aliment local à la fois exotique et étrange qui s'apprête à entrer dans l'histoire du jeune pays. Dans le village de Coxide, l'estaminet typique de Père de Vicheur est tenu par une famille de pêcheurs à cheval sur plusieurs générations. Alors un estaminet, c'est plutôt une espèce, je dirais, d'établissement populaire où on pouvait essentiellement boire, mais aussi manger des petites choses. C'est vraiment l'établissement informel où tous les gens se connaissent, s'interpellent de table en table. Ça reste vraiment quelque chose de très populaire. Et le plat favori du peuple belge, c'est la croquette de crevettes. Selon la légende, les croquettes de crevettes seraient nées pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées de l'Isère. Une ligne de front tenue pendant 4 ans par les troupes belges de la mer du Nord à l'arrière-pays. Les crevettes auraient été servies aux soldats dans une sorte de pâte nourrissante et épaisse. Sachant que dans la région, la crevette était quelque chose d'extrêmement répandu et que donc on donnait ça aux soldats conservés dans une espèce d'appareil, probablement sur base d'une béchamel, et c'était censé la conserver. Alors on dit qu'ils ont commencé à les frire. Dans les tranchées, je suis assez sceptique sur la manière de frire les croquettes, mais enfin, c'est une belle histoire à raconter. Il faut quand même savoir que la Belgique n'existait depuis 1830 seulement. Et donc, c'était même pas 100 ans après, et donc ça a vraiment forgé une identité extrêmement importante. Si les Belges aiment relater cette légende gastronomique, c'est que la guerre de tranchées, qui a réuni Flamands et Wallons sous la bannière du roi soldat Albert Ier,
est fondatrice dans la création du sentiment national belge. Je crois que la coquette aux crevettes est un des plats les plus emblématiques de la culture gastronomique belge. Et c'est vraiment devenu, je dirais, un symbole de notre gourmandise, quoi. Donc ça reste quand même effectivement une forme de ciment national. La crevette grise, qui pullule dans les fonds sableux de la mer du Nord, est un marché convoité en Europe. Alors que ses ports sont détruits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la petite flotte belge peine à rivaliser face aux voisins néerlandais qui prend vite le tournant de la modernité. Au large du port d'Ostende, le crevettier Krangon, patrimoine flottant du plat pays, se pose en témoin d'une pêche de tradition. Ce bateau-ci, sa particularité, c'est que justement, c'est un des plus anciens bateaux de pêche à la crevette, encore en fonction ici à la côte belge, à Ostende donc. Il a été construit en 1963 et sa particularité, c'est que la coque du bateau est encore en bois. Parce que toutes les coques, même de cet âge-là, sont en général en métal donc. Récoltées dans de larges filets à mailles étroites, les crevettes sont ensuite filtrées, puis triées à la main sur le volet, pour le plus grand bonheur des pirates à plumes de la mer du Nord. On appelle la crevette grise l'or de la mer. Pourquoi? Parce que c'est encore une valeur sûre, c'est-à-dire que c'est un produit qui est de qualité et qui est demandé. Donc il y a beaucoup de demandes et la pêche n'a pas beaucoup les moyens pour suivre. Tout au long du XXe siècle, les petits chalutiers belges subissent la concurrence des redoutables navigateurs néerlandais. Des 150 crevettiers qui composaient la flotte belge en 1955, seule une douzaine subsiste aujourd'hui. C'est un milieu qui continue, mais qui malheureusement diminue de plus en plus. Et donc il y a de moins en moins de bateaux pêcheurs, évidemment, de bateaux de pêche, surtout donc des bateaux qui sont des petits pêcheurs en fait, qui pêchent à la journée. Il y a encore des bateaux qui partent au large pour des périodes de pêche, des quinzaines de pêche, mais c'est de plus en plus rare. Les petits pêcheurs belges font de la résistance. Leur secret, cuire les crevettes directement sur le bateau, dans une marmite d'eau de mer à laquelle ils ajoutent du sel. C'est une méthode de cuisson belge. Les crevettes sont bouillies à bord pour conserver au maximum la fraîcheur. On attend quelques minutes jusqu'à ce qu'elles remontent à la surface et c'est bon. Après, on les sort et on les égoutte à l'air libre. Tu dois attendre un peu qu'elles refroidissent. Attachés à ce mythique crustacé si difficile à éplucher, les Belges consomment à eux seuls la moitié du total des débarquements européens de crevettes grises. La petite pêche locale arrive ensuite au Wistrap, la criée d'Ostende, où s'approvisionnent les familles comme les grands chefs. Longtemps associée à une cuisine populaire, la crevette grise s'invite aujourd'hui sur les plus belles tables du pays. Entre la grande ville d'Ostende et le village d'Odembourg, au cœur d'un polder gagné sur la mer, se trouve un restaurant unique à l'architecture brutaliste. Longtemps écrasés par la gastronomie française, de jeunes chefs belges cherchent désormais à mettre en valeur leur patrimoine culinaire. Profondément ancré dans son terroir, le chef étoilé Willem Hille est un enfant du pays et de la crevette. Pour moi, c'est ma jeunesse. Ce sont mes grands-parents
Mon grand-père, c'était un pêcheur en cheval. Le souvenir d'enfance, quand j'arrive dans la maison, c'était une maison de pêcheurs. Et chaque fois que j'arrive là-bas, il était en soupe de crevettes, hein, en biscuit de crevettes. Ma grand-mère qui épluchait les crevettes à la main, hein, qui regarde à dehors, qui dit rien à personne, juste le tac, 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 tac. Moi, ici, je veux réinventer le biscuit. C'est un petit soupe, mais tout doit être juste, pas trop vite. Loin de l'image guindée d'un restaurant étoilé, la bisque se déguste ici comme chez ses grands-parents, avec les doigts et un morceau de pain agrémenté de crevettes fraîchement décortiquées. Le moment où les clients mangent ça, ils arrêtent à parler dans le resto. Et le seul truc que tu attends, c'est ça. Ce sont les petites cuillères, les gens qui mangent. Et le pain, les gens qui écrasent le pain. Et ils mettent dans le beurre, ils boivent la soupe, ils mangent des petites crevettes. Et silence. La crevette, pour moi, ça porte des mémoires, ça porte du historique d'un pays, ça porte... c'est partagé, les gens qui épluchent des crevettes ensemble, tu vois, et on parle, les femmes, ils parlent, ils épluchent les crevettes, ils boivent une petite bière. C'est une culture, quoi. Ça, c'est pour moi... ça me donne du bonheur. Ça me donne des larmes. Ce sont les meilleures crevettes du monde. Je suis le seul chauviniste belge. On ne sort toujours pas de table car la suite c'est avec Papy. On va cuisiner en Guyane aujourd'hui. On va cuisiner un poisson que vous ne connaissez peut-être pas, c'est de l'atipa, un surnom créole qui vient du fait qu'il a deux petites pattes pour se mouvoir sur le sol. C'est Alexis qui se charge de la recette. Ici, on est au marché de Cayenne. C'est pas le seul, mais le plus grand marché du centre-ville. Et donc ici, on est venu récupérer tous nos légumes. Donc tous nos légumes et épices, tomates, citrons, coriandre, cives. Tout ce qu'on va utiliser pour cuire et assaisonner l'atipa. C'est un plat typique de la Guyane parce qu'en fait, l'atipa, tu le retrouves principalement au Guyane, tout simplement. C'est un plat qui ne peut pas être cuisiné avec un autre poisson. Avec un autre poisson, c'est un autre plat, mais il n'aura pas le même goût, il n'aura pas le même aspect, voilà. C'est la recette favorite de ma grand-mère, donc il le fait pour nous faire plaisir de temps en temps. Et donc on va le faire avec elle, donc je lui ai demandé de venir, elle va nous montrer comment faire, elle va brosser les atipas avec nous. J'espère qu'elle va nous livrer tous ses secrets, j'espère. Et voilà. Bonjour. Ami, Alexis, ça va Alexis aussi. Là, en fait, elle est en train de retirer toutes les arêtes, les ailerons, de le préparer. On va ouvrir la cage thoracique et le vider. Et après, on va brosser. Beaucoup brosser. Jusqu'à ce qu'il change de couleur, pratiquement. Et quand on aura fait tout ça, on va le farcir. Voilà. On va le brosser avant. On va le brosser. On va brosser avant même de l'ouvrir. Il vaut mieux qu'elle soit là, comme ça, c'est exactement quoi faire. Moi, je l'ai déjà fait, mais bon, quand je fais, c'est pas pareil. Qu'est-ce qu'on brosse en fait là? Qu'est-ce qu'on enlève Les impuretés qu'il y a dans en fait, les écailles. Ouais, et puis c'est un poisson qui vit beaucoup dans la vase. Donc en fait, si on retire pas, si on le brosse pas bien, après quand on le fait cuire dans la sauce, on a une sauce qui a une couleur et un goût de vase. Pas très agréable. C'est déjà chaud. Là, je fais des fines lamelles de lardon avec lesquelles on va farcir les atipas.
Ça, après, je fais des petits planches. Hein. Ça va, t'as un peu la pression, hein? Ah, j'ai la pression de ouf. Je me dis, qui m'a dit de faire ça? Quelle idée! Quelle idée! Elle est en train de faire la farce. Cette farce, elle est à base de quoi? Lardon fumé, ail et piment. Ça va, il travaille bien? Oui, il travaille bien. C'est vraiment une carapace. C'est pas des écailles de poisson, hein. C'est dur, hein. Je retire toute la partie un peu sang, mais je retire pas les boyaux. En fait, c'est ce que les gens préfèrent, en fait, c'est l'intérieur du poisson. C'est un peu gras et puis c'est goûtu. Si tu retires ça, tu retires 50% du goût du poisson, quoi. Donc maintenant, on les farcit. Bon. Non, c'est pas terminé. Ah, c'est pas fini? Mais faut couper encore. Ah, tu mets aussi là? Quand tu le manges, tu vois qu'il y a dans la tête. Non, mais quand je le mange. Quand je le mange, c'est pas comme ça, hein? Ah bon, c'est cuit? Mais quand je le mange, je réfléchis pas, je le mange. Donc là, tous les poissons sont farcis. Donc maintenant, on va démarrer la sauce avec tous les aromates et tomates, etc. Donc là, je commence par faire revenir les oignons. Et donc ensuite, on rajoute les tomates, donc les tomates fraîches. Donc là, je mets le lait de coco donc pour terminer la sauce. Quand tu as une belle sauce avec un bon goût, une belle tenue, etc., je pose mes atipas, je couvre pour 10, 15, 20 minutes et j'éteins le feu, c'est terminé. Ben là, on va manger. C'est ça la suite du programme. On va juste manger. Il a dit quoi, Saint-Georges? Merci. Ah, Saint-Georges. Moi, je glisse la fourchette sous la carapace et je retire juste toute la carapace d'un seul coup. Ou deux fois de ce côté-là. Après, je mange la chair. Je retourne de l'autre côté, pareil. Quand j'ai tout mangé, je mange l'intérieur parce que c'est ce que je préfère. Je garde pour la fin. C'est réussi. Très bon goût. C'est chouette, c'est bon, c'est... Voilà, c'est chouette. C'est chouette. En fait, ça vient de l'anglais sweet. Tu vois, qui veut dire doux, machin, mais il y a un petit truc en plus, là. C'est trop chouette. J'aurais pu vous présenter la suite en chantant, car on a grand besoin de pluie dans les Pyrénées. La sécheresse est même à l'origine d'une invention qui aurait pu devenir incontournable. En 1961, les Pyrénées-Occidentales, réputées pour leur climat tempéré et plutôt humide, connaissent un coup de chaud. Une vague de chaleur déferle sur la France. L'hiver exceptionnellement doux bat des records de température dans le sud-ouest. Des records pour l'époque. En plein été, la sécheresse sévit. Les nappes phréatiques sont à sec et les récoltes souffrent. Cette même année, dans les Hautes-Pyrénées, un physicien, Henri Dessens, tente de mettre au point une arme météorologique pour dominer la nature. Une invention que nous décrit le chercheur Bruno Benech, qui pendant 20 ans a participé à toutes ces expérimentations. Le professeur Henri Dessens, il a fait pas mal de séjours en Afrique équatoriale avec son fils Jean. Et là, il constate que les peuples, en allumant les feux, ils pouvaient augmenter les précipitations et donc améliorer en quelque sorte le couvert végétal. Les faiseurs de pluie ont toujours fait recette depuis que l'homme est sur la terre. Et les danses pour la pluie des peuplades primitives ont toujours revêtu une importance au moins égale aux danses pour le feu. Lors des brûlages qu'effectuent les locaux, eh bien, se formait une colonne ascendante et que cette colonne ascendante atteignait le niveau de condensation et que des nuages à ce moment-là se forment. Et certains nuages, dans certains cas, ont même donné des précipitations. Les énormes nuages ainsi créés donnent de la pluie. Ce que les Africains ont découvert par sérendipité, l'inventeur veut le reproduire en France.
N'ayant pas de savane à incendier, Henri Dessens cherche à recréer cette intense source de chaleur au sol capable d'engendrer la formation d'un cumulus. Comme toute invention révolutionnaire, il lui faut un nom. Ce dispositif expérimental s'appelle le météotron. Pourquoi? En fait, il est constitué de 2 mots. Le premier mot, puisque c'est un appareil qui doit agir sur la météorologie locale, on retrouve le substantif météo à l'intérieur. Et puis à l'époque, pratiquement tous les appareils scientifiques que l'on créait ont rajouté au nom de ces appareils le suffixe tron. Par exemple, le cyclotron. Voilà. Donc ça a fait météotron. C'est à Campistrous, un petit village des Hautes-Pyrénées, qu'il met sur pied sa gigantesque chaudière. Le météotron, un alignement de brasero alimenté au mazout. 105 brûleurs répartis sur une surface d'1 hectare. En 1961, Henri Dessens met le feu à son improbable installation. Le courant ascendant créé par l'énorme chaleur dégagée atteint les couches froides de l'atmosphère. Un phénomène de condensation se produit et 7 minutes après la mise en marche du météotron, un cumulus commence à se former. C'est la première machine à fabriquer des nuages. Les brûleurs sont d'abord disposés en carré, puis sur 2 rampes, puis en spirale sur une surface plus réduite, afin d'obtenir au fil des tests une meilleure transmission de la chaleur. En améliorant la structure du jet, on pense pénétrer plus haut, en quelque sorte, dans l'atmosphère. Plus on pénètre haut dans l'atmosphère, plus on a des chances de former donc un nuage. Il faut que ce nuage atteigne une hauteur très élevée, 6 000 mètres, 7 000 mètres, 8 000 mètres, et donner à ce moment-là naissance à des cumulonimbus, qui donnent des précipitations très importantes. Au cours des différents essais d'Henri Dessens, secondé par son fils Jean, le météotron gagne en puissance et passe de 700 à 1000 mégawatts. Et quand on crée une spirale, on va coucher davantage les brûleurs qui sont à l'extérieur et on va les faire converger de plus en plus vers le haut lorsque vous approchez près du centre. À ce moment-là, tous les gens du plateau de Lannemezan et donc des villages alentours disent que l'on fait la pluie et le beau temps au centre de recherche atmosphérique. On aurait bien voulu. En réalité, le météotron a du mal à faire pleuvoir. Et le procédé coûte très cher en carburant. Des milliers de litres évaporés dans les nuages. Pour autant, les recherches et les données recueillies par Henri Dessens suscitent l'intérêt d'autres scientifiques. Et en 1974, c'est EDF, dont le parc des centrales nucléaires est en pleine expansion, qui s'intéresse au procédé. Mais rapidement, le dispositif est critiqué. C'est quand même un appareil polluant. Il émet des particules de fumée, il émet du CO2, il consomme 2 tonnes de fioul à la minute. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, pour faire fonctionner le météotron, eh bien, ça coûterait vraiment trop cher. En 1985, le météotron est abandonné. Néanmoins, toutes les données cumulées pendant plus de 20 ans d'expérimentation ont permis de constater un réchauffement notoire des températures, à une époque où peu de monde se souciait de ces données et où très peu de gens en parlaient. Ce qui avait été interprété, c'est assez marrant, c'est qu'on considérait que ce réchauffement était dû davantage à la couverture nuageuse, qui était plus importante la nuit que le jour, à partir de 1960. Pour vous dire qu'on ne parlait pas de réchauffement climatique, mais pourtant on avait noté que les températures augmentaient. Les hausses de température constatées alors paraissent bien fraîches en comparaison des records de ces dernières années. On ne va pas se quitter sans la réponse à la devinette. Tout à l'heure, je vous demandais pourquoi certaines femmes esclaves dans les Caraïbes s'amusaient à gratter la tête de leur cavalier en dansant. Eh bien, c'était pour se moquer de leur maître. Dans certaines plantations de l'île de Cariacou, les esclaves étaient parfois invités à danser dans la maison de leur maître. Surtout les femmes, lorsque les épouses des planteurs étaient absentes. De retour dans leur case, elles rapportaient les pas de quadrille, les détournaient et parodiaient leur maître en grattant la tête de leur cavalier. Bis bald!